Maintenant, prenez une profonde inspiration et détendez votre corps. Laissez toutes les pensées et les préoccupations qui ont occupé votre esprit d'aujourd'hui se dissoudre et disparaître peu à peu. Aujourd'hui, nous ne penserons pas à demain et nous ne nous soucierons pas de ce qui s'est passé hier. Cette nuit, nous voyagerons ensemble. Nous remonterons le temps vers une terre lointaine, froide et enchanteresse. La terre des fjords vertigineux et des montagnes couvertes de neige. La terre des forêts denses à perte de vue et la terre des grandes légendes. Nous irons à l'époque des hommes forts, des femmes résilientes, l'époque des marins qui ne craignaient pas l'océan, l'époque des Vikings. Imaginez avec moi que vous êtes assis dans un endroit chaud et confortable. Fermez les yeux et concentrez-vous uniquement sur ma voix et laissez votre imagination vous emmener avec moi dans ce voyage. Notre voyage commence maintenant. Dans le nord de l'Europe, il y a plus de 1000 ans. Dans un lieu lointain, très lointain, à l'extrême nord du globe, se trouve une région appelée la Scandinavie. Aujourd'hui, ce sont des pays que nous connaissons comme la Norvège, la Suède et le Danemark. Mais à cette époque, c'était une terre complètement différente. C'était une terre vierge, une terre dont la nature était à la fois rude et belle. Imaginons la première scène de notre voyage. Nous nous tenons au bord d'un fjord. L'eau devant nous est d'un bleu foncé, si claire qu'elle reflète l'image des montagnes environnantes comme un immense miroir. Ces montagnes ne sont pas comme les autres. Ce sont des montagnes gigantesques, rocheuses et acérées. Comme si la main d'un grand sculpteur les avait taillées avec précision. Les flancs de ces montagnes sont couverts de denses forêts de pins, d'un vert sombre, et les hauts sommets sont recouverts d'une couche de neige blanche qui scintille sous la faible lumière du soleil. L'air que nous respirons est pur, froid. Il a l'odeur du sel venant de la mer, l'odeur des feuilles humides, et l'odeur du bois brûlé venant de loin, d'un petit village caché entre les montagnes. Tout est calme. Vous n'entendez que le bruit de l'eau frappant doucement les rochers, le cri des mouettes qui planent haut dans le ciel, et le bruissement des feuilles caressées par le vent. C'est la terre où notre histoire est née. Une terre qui force ses habitants à être forts pour pouvoir y survivre. L'hiver ici est long, très long et rigoureux. Le soleil disparaît pendant des mois et le jour n'est plus qu'une faible lueur grise. La neige recouvre tout d'une épaisse couche blanche et les lacs gèlent, devenant comme des plaques de verre. Pendant ces longues nuits sombres, les familles se rassemblaient dans leurs longues maisons en bois autour du feu. Ce feu n'était pas seulement pour la chaleur, il était la source de lumière et la source de vie. Imaginez que nous nous approchions un peu de l'un de ces petits villages. Les maisons ne sont pas comme nos maisons d'aujourd'hui. Ce sont de longues maisons faites de bois et de troncs énormes. On les appelle longhouse ou la maison longue. Leur toit est couvert d'herbe et de tourbe pour conserver la chaleur à l'intérieur. De loin, elles semblent faire partie de la terre elle-même, comme de petites collines sorties de la nature. Une petite cheminée au milieu du toit laisse échapper une légère fumée blanche qui monte vers le ciel gris. Nous nous approchons davantage et nous entendons des sons étouffés venant de l'intérieur, des rires, des récits, la voix d'une femme fredonnant une vieille mélodie en travaillant au métier à tisser, et la voix d'un homme réparant un filet de pêche. La vie des gens ici était liée à la nature dans tous les détails. Ils étaient fermiers, cultivant de l'orge et de l'avoine pendant le court été pour faire du pain et de la bière. Ils étaient pêcheurs, pêchant dans les fjords et les lacs et chassant les cerfs et les ours dans les forêts denses. Tout ce qu'ils utilisaient
venaient de la terre qui les entourait, leur nourriture, leurs vêtements, leurs maisons, leurs armes. Les hommes portaient des pantalons de laine et des chemises de lin, et par-dessus un gilet de cuir ou de fourrure pour les protéger du froid. Les femmes portaient de longues robes de laine, parfois ornées de broderies simples et colorées, et attachaient leurs longs cheveux en tresses complexes. Leur vie était simple en termes d'outils, mais elle était riche en détails et en traditions. Ils respectaient la terre sur laquelle ils vivaient et craignaient sa puissance. Ils voyaient dans chaque phénomène naturel un message des dieux. Le son puissant du tonnerre était pour eux le son du marteau du dieu Thor, combattant les géants dans le ciel. L'éclair était l'étincelle de ce marteau. Le brouillard matinal dense qui couvrait les vallées était le dieu Odin lui-même se promenant sur terre déguisé. Les mythes n'étaient pas de simples histoires pour se divertir. Ils faisaient partie de leur façon de penser, de leur interprétation du monde qui les entourait. Ils leur enseignaient le courage, le sacrifice, la loyauté et le destin inéluctable de l'homme. Pendant ces longues nuits froides, le skald, ou le poète, s'asseyait autour du feu et commençait à raconter les histoires des dieux et des anciens héros. Sa voix était profonde et calme, et tous l'écoutaient attentivement, les adultes comme les enfants. Il leur parlait d'Yggdrasil, le grand arbre du monde qui relie les 9 royaumes, le monde des hommes, le monde des dieux et le monde des géants. Il leur parlait du Valhalla, la grande salle des guerriers, où les héros courageux vont après leur mort au combat pour se préparer à la bataille finale, le Ragnarok. Ces histoires semaient dans le cœur des jeunes le rêve de la gloire, le rêve de l'aventure, le rêve de naviguer vers des lieux lointains et de découvrir de nouveaux mondes, ou peut-être le rêve de mourir honorablement au combat pour assurer leur place au Valhalla. Le soleil commence maintenant à se coucher derrière les hautes montagnes, et la dernière lueur dorée se retire peu à peu des sommets, laissant place à une couleur bleu foncé. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel clair, des étoiles brillantes et nettes, plus que toutes celles que vous avez vues dans votre vie, car il n'y a pas de lumière de ville pour polluer le ciel ici. Le silence devient plus profond, et le froid s'intensifie un peu. À ce moment de la journée, la vie ralentissait encore plus, et les gens rentraient dans leurs longues maisons pour le dernier repas avant de dormir. L'odeur de la soupe chaude à la viande et aux légumes emplit la maison et se mêle à l'odeur du pain frais. Ils s'assoient sur de longs bancs en bois recouverts de fourrure, et la seule lumière vient du grand feu au centre, qui dessine de longues ombres dansantes sur les murs en bois. Cette vie quotidienne, calme, simple, est le premier visage du monde viking, le visage dont beaucoup de films et de séries ne parlent pas. Le visage du fermier, du pêcheur et du chef de famille. Avant d'être des guerriers et des explorateurs, ils étaient des gens liés à leur terre, essayant de vivre en paix au sein d'une nature puissante et enchanteresse. Mais cette terre, aussi belle soit-elle, avait des ressources limitées. Avec le temps, la population a commencé à augmenter et les terres agricoles ne suffisaient plus pour tout le monde.
C'est là que la graine du changement a commencé à germer dans l'esprit des jeunes, la graine de regarder au-delà de l'horizon, vers la vaste mer qui s'étendait devant eux, la mer qui était leur source de subsistance et qui, très bientôt, deviendrait leur chemin vers la gloire et vers le monde extérieur, un monde dont ils ne savaient que peu de choses. Et cette mer bleu foncé qui est maintenant calme comme si elle dormait, sera l'héroïne de la deuxième partie de notre histoire. C'est elle qui portera sur son dos leurs rêves, leurs ambitions et leurs navires légendaires. Laissez votre imagination continuer le voyage avec moi, alors que nous laissons le village tranquille derrière nous et marchons sur une petite plage rocheuse. Les grains de sable sont de couleur sombre et mouillés par la marée. L'eau froide touche nos pieds de temps en temps, laissant derrière elle une écume blanche qui disparaît rapidement. L'air ici est plus salé et la vue devant nous s'est ouverte sur la vaste mer, la mer du Nord. Sa couleur n'est plus d'un bleu clair comme dans le fjord, elle est d'un gris bleuté et en mouvement constant. De petites vagues se déplacent doucement à la surface, comme si la mer respirait calmement. À l'horizon lointain, le ciel et la mer se rencontrent en une seule ligne brumeuse, vous faisant sentir que ce monde n'a pas de fin. Sur cette plage, quelque chose prend forme. Quelque chose de grand est en construction. Vous n'entendez pas le bruit des machines, vous entendez des bruits manuels, les bruits de la nature façonnés par la main de l'homme. Vous entendez le son de la hache fendant le tronc d'un chêne énorme. Des coups réguliers, puissants et précis. Chaque coup produit un son sourd, thump, thump, et un petit éclat de bois s'en échappe. Et vous entendez le son de la scie à main qui va et vient, produisant un son aigu et continu, comme une mélodie de travail. Et vous entendez le son du marteau, frappant des ciseaux en fer, tang, tang, sculptant et lissant le bois. C'est leur chantier naval, un chantier à ciel ouvert. Ici, sur cette plage, les arbres qui se dressaient fièrement dans la forêt se transforment en un chef-d'œuvre, un moyen de survie et une maison mobile. Ils se transforment en un navire viking. Le navire n'était pas seulement un moyen de transport pour eux, il faisait partie de leur âme. C'était la clé de leur liberté, de leur force et de leur avenir. La construction d'un navire était un rituel sacré, un processus transmis de génération en génération. Le père enseignait à son fils et le grand-père à son petit-fils. Chaque pièce de bois avait sa place et chaque clou avait son but. Approchons-nous de la coque du navire qui prend forme. Son design est étrange et distinctif, très long et fin. Sa forme est profilée comme le corps d'un poisson ou d'un serpent de mer. Ce design n'était pas aléatoire, il était ingénieux. Cette finesse le rendait très rapide dans l'eau, et son faible tirant d'eau lui permettait de naviguer dans les rivières peu profondes et les fjords étroits. Et il pouvait accoster directement sur la plage sans avoir besoin d'un port. C'est cette caractéristique qui leur a permis d'atteindre des endroits que personne n'avait pu atteindre avant eux. Le matériau principal est le bois de chêne, le plus solide et le plus résistant à l'eau salée. Ils choisissaient l'arbre approprié avec le plus grand soin au cœur de la forêt, un arbre qui avait vécu des centaines d'années et avait vu des générations et des générations. Il traitait son bois avec respect, comme s'il traitait un être vivant avec une mémoire et une âme. Ils utilisaient une technique unique pour assembler les planches de la coque extérieure, appelée à clin.
Chaque planche de bois chevauchait légèrement celle du dessous et était fixée avec de longs clous en fer. Puis il comblait les interstices avec des cordes de chanvre trempées dans du goudron noir. Cette méthode donnait à la coque du navire une flexibilité incroyable, lui permettant de répondre aux mouvements des vagues, de fléchir et de s'étirer avec elles, au lieu de leur résister et de se briser. Si vous vous teniez à côté de lui en mer, vous l'entendriez émettre de légers gémissements et craquements à chaque vague, comme s'il parlait, comme s'il était vivant. Imaginez-vous en train de tendre la main et de toucher le bois du navire. Sa texture est lisse et polie à certains endroits et rugueuse à d'autres. Vous sentez l'odeur âcre du goudron, une odeur forte qui se mêle à l'odeur du bois et à l'humidité de la mer. C'est l'odeur de l'aventure. Au milieu du navire, il fixe un mât énorme, fabriqué à partir du plus grand et du plus fort pin qu'il puisse trouver. Ce mât portera la grande voile carrée, une voile généralement blanche ou rayée de rouge, qui attrapera le vent et poussera le navire vers l'avant à une vitesse stupéfiante. Le vent est le principal moteur lors des longs voyages à travers l'océan. Et sur les flancs du navire, il y a des ouvertures circulaires. Ce sont les emplacements des rames. Pour chaque rame, un homme, et pour chaque homme, une histoire et un rêve. Les jours sans vent, ou lorsqu'ils avaient besoin de précision et de vitesse dans les manœuvres, c'était le son de dizaines de rames frappant l'eau à l'unisson qui propulsait le navire. Imaginez la scène. Des dizaines d'hommes forts, assis côte à côte, leurs muscles tendus, respirant au même rythme, et les rames montant et descendant dans l'eau, chut, chut, comme les ailes d'un oiseau de mer géant. Et la plus belle partie, et celle qui instille le plus la crainte dans le cœur des ennemis, c'est la proue du navire. Il sculptait sur la proue une tête de dragon ou de serpent de mer géant, avec des détails précis et effrayants, de grands yeux, une bouche ouverte montrant des crocs acérés et des écailles couvrant son long cou. Cette tête n'était pas une simple décoration, elle avait une fonction spirituelle. Il croyait qu'elle protégeait le navire et son équipage des monstres marins et des esprits maléfiques. Et aussi, c'était une arme psychologique. Lorsque ces têtes terrifiantes apparaissaient soudainement du brouillard sur des côtes lointaines, elles suffisaient à semer la terreur avant même que la bataille ne commence. Maintenant, imaginons que le navire est terminé et prêt pour son premier voyage. Il est mis à l'eau lors d'une grande cérémonie à laquelle tout le monde participe, femmes, enfants et vieillards. Il sacrifie un animal en offrande au dieu de la mer, est pris pour un voyage sûr et un retour sain et sauf. Dès que le navire touche l'eau, on a l'impression qu'il se réveille d'un long sommeil. Il flotte avec légèreté et grâce et se balance doucement avec les vagues, comme pour dire « je suis né pour ça ». Imaginez-vous faire partie de l'équipage. Vous êtes monté à bord. Le plancher en bois sous vos pieds est stable, mais il y a une légère vibration qui vous rappelle que vous êtes sur un être vivant. Il n'y a ni cabine, ni chambre. Tout est ouvert. Vous dormirez sous les étoiles ou sous une toile tendue s'il pleut. Votre nourriture sera simple. Du poisson séché, de la viande salée, du pain sec et de l'eau ou de la bière légère. La vie à bord du navire était dure, il n'y avait aucun luxe. Froid, humidité, fatigue et un danger constant. Mais en même temps, il y avait un sentiment de liberté que vous ne trouviez nulle part ailleurs. Le sentiment d'avoir laissé derrière soi toutes les contraintes, tous les problèmes, et qu'il n'y avait plus entre vous et l'inconnu que ces planches de bois. Il hisse la grande voile, et le soleil frappe ses couleurs rouges et blanches. Le vent commence à pousser, et le navire se met en mouvement, lentement au début, puis sa vitesse augmente. La plage et le village rapetissent derrière vous peu à peu, et les hautes montagnes commencent à disparaître à l'horizon.
Les seuls sons que vous entendez maintenant sont le bruit du vent dans la voile, le bruit de l'eau qui se fend devant la proue, et les voix des marins qui tirent sur les cordes et se parlent doucement. Devant vous, il n'y a que la mer, une mer ouverte et infinie. Parfois, elle est calme et belle, sa surface brillant comme du verre sous le soleil. Et parfois, elle se met en colère et se transforme en une bête déchaînée, avec des vagues aussi hautes que des montagnes d'eau et un ciel noir rempli d'éclairs et de tonnerres. Dans ces moments, le navire était le seul refuge, et c'était leur confiance en leur savoir-faire et en leur Dieu qui les faisait continuer. Ils lisaient leur chemin grâce aux étoiles la nuit, au mouvement du soleil le jour, à la direction du vol des oiseaux et à la forme des vagues. Ils étaient des marins nés, ils avaient un sens incroyable de navigation, comme si une boussole était implantée dans leur esprit. Ce navire, ce dracard, n'était pas un simple morceau de bois. C'était une idée, un rêve, une promesse d'une nouvelle vie, de nouvelles terres, de richesse et de gloire. C'était l'outil qui a transformé un groupe de fermiers et de pêcheurs isolés en une force qui a secoué le monde et changé le cours de l'histoire. Et c'est à bord de ce navire légendaire que notre véritable voyage commencera. Nous laisserons les rivages familiers de la Scandinavie derrière nous et naviguerons avec eux vers l'inconnu, vers les mondes dont ils ont entendu parler dans les histoires et vers les aventures qui immortaliseront leur nom pour toujours. Après avoir navigué et vu le navire prendre le large, retournons un peu en arrière dans nos souvenirs et plongeons plus profondément dans la mentalité des gens qui ont construit ce navire, des gens qui étaient prêts à affronter l'inconnu. Pour comprendre leur courage, nous devons comprendre leurs croyances, comprendre le monde invisible auquel ils croyaient. Imaginez avec moi que nous sommes de retour dans la longue maison, la long house. La nuit est sombre et froide dehors, et le vent hurle et siffle au coin de la maison en bois. Mais à l'intérieur, l'atmosphère est chaude et sûre. Le grand feu au centre est le cœur battant de la maison. Ses flammes sont oranges et dorées. Elles dansent et projettent de longues ombres mouvantes sur les visages de ceux qui sont assis autour. Tout le monde est là, des hommes revenus de la pêche ou du travail au champ, des femmes qui ont terminé les tâches domestiques et le tissage, et des enfants dont les yeux brillent de curiosité et d'attente. Tous sont silencieux et regardent le vieil homme assis sur un siège spécial près du feu. C'est le skald, le poète et gardien des histoires. Sa main ridée tient un bâton en bois orné de gravures, et ses yeux profonds, comme s'ils avaient vu 1000 hivers, portent la sagesse et la fatigue des années. Quand il commence à parler, sa voix n'est pas forte, elle est comme un murmure profond, comme le grondement lointain du tonnerre, une voix qui vous oblige à écouter. Ce soir, le skald ne racontera pas les aventures des héros, ni les batailles et les voyages. Ce soir, il racontera le commencement, la création de l'univers et les dieux qui régissent le destin des humains. Au commencement, dit le skald de sa voix calme, il n'y avait rien, ni terre ni ciel, ni sable ni mer. Il n'y avait qu'un grand vide nommé Ginnungagap. Au nord de ce vide, il y avait un monde de glace et de brouillard nommé Niflheim. Et au sud, il y avait un monde de feu nommé Muspelheim. Tout le monde écoute comme s'il voyait la scène de ses propres yeux. Ils imaginent le vide immense et imaginent le feu et la glace. Et lorsque l'air chaud du monde du feu rencontra le givre froid du monde de la glace, au milieu du grand vide,
La glace fondit, et de ces gouttes d'eau se forma le premier être vivant, le géant Ymir. Et des mêmes gouttes naquit la vache cosmique Odumla, qui léchait la glace salée pour vivre. Et de son léchage de la glace naquit le premier des dieux, Buri. Les enfants ouvrent la bouche d'étonnement. Ils imaginent un géant et une vache de la taille de l'univers. Le skald continue l'histoire. Comment les trois petits-fils de Buri, Odin et ses frères Vili et Ve, tuèrent le géant Ymir. Et du corps de ce géant énorme, ils créèrent notre monde. De sa chair, ils firent la terre. De son sang, ils firent les océans, les lacs et les rivières. De ses os, ils firent les montagnes. De ses dents, ils firent les rochers. De ses cheveux, ils firent les arbres et les plantes. Et de son crâne, ils le soulevèrent haut et en firent le ciel. Et de son cerveau, ils le jetèrent en l'air et en firent les nuages. Cette histoire n'était pas une simple fantaisie pour eux. C'était une explication pour tout ce qui les entourait. La montagne, à côté de leur village, avait un jour fait partie des eaux d'un géant. La mer dans laquelle ils naviguaient était son sang. Le ciel au-dessus d'eux était son crâne. Cette croyance leur donnait le sentiment de faire partie d'un monde vivant. Un monde qui a une histoire et une âme. Ensuite, le skald leur parle d'Asgard, le monde des dieux. Un endroit magnifique et protégé par un grand mur, avec des palais d'or et de vastes salles. Et d'Asgard, les dieux ont tendu un pont arc-en-ciel, le Bifrost, pour atteindre le monde des hommes, Midgard. Et le personnage central de toutes ces histoires est le chef des dieux, Odin. Odin n'était pas seulement un dieu assis sur son trône, c'était un dieu en quête de connaissance, en quête perpétuelle de sagesse. Le poète raconte comment Odin a sacrifié un de ses yeux, le jetant dans le puits de la sagesse pour en boire une seule gorgée et connaître tout ce qui fut et tout ce qui sera. C'est pourquoi on le représentait toujours avec un seul œil. Et il raconte comment il s'est pendu à l'arbre du monde, Yggdrasil, pendant 9 jours et 9 nuits, sans nourriture ni boisson, transpercé par une lance en sacrifice de lui-même à lui-même pour découvrir le secret des runes. L'alphabet magique qu'ils utilisaient pour l'écriture et les gravures. Odin était le dieu des poètes, des rois, de la sagesse et de la mort. Il parcourait le monde des hommes déguisé en vieil homme portant une cape grise et un large chapeau, testant la générosité et la sagesse des gens. Et il avait 2 corbeaux, Hugin, la pensée, et Munim, la mémoire, qui volaient autour du monde chaque matin et revenaient vers lui le soir pour lui murmurer à l'oreille toutes les nouvelles qu'ils avaient vues et entendues. Et puis, il y est le dieu bien-aimé du peuple, son fils Thor. Thor était le dieu de la force, le protecteur du monde des hommes et des dieux contre les géants et le chaos. Il avait les cheveux et la barbe roux et possédait une force prodigieuse. Son arme était le marteau légendaire Mjolnir, qui, s'il le lançait, revenait dans sa main. Le son du tonnerre qu'ils entendaient était le son des roues du char de Thor, tirées par des boucles dans le ciel alors qu'il allait combattre les géants. Ils partaient de petites amulettes en forme de marteau de Thor autour de leur cou, comme symbole de protection, de force et de fertilité. Ces dieux n'étaient pas parfaits. Ils ressemblaient aux humains. Ils avaient des sentiments. Ils se mettaient en colère. Ils aimaient. Ils étaient jaloux. Ils complotaient. Et ils trahissaient. Comme le dieu Loki, le dieu de la ruse et de la tromperie.
Il était intelligent et beau, mais versatile et malicieux. Parfois, il aidait les dieux et parfois, il leur causait les plus grands malheurs. Il représentait l'aspect du chaos et de l'imprévisibilité de la vie, ce que l'on ne peut ni prévoir ni contrôler. Et la croyance au destin ou au Würde était une partie essentielle de leur foi. Ils croyaient que le destin de chaque personne, même des dieux, était écrit et déterminé dès le jour de sa naissance. Il y a 3 femmes sages, les Nornes, qui sont assises aux racines de l'arbre du monde et qui tissent les fils de la vie de chaque être vivant. Personne ne peut changer le fil qui lui a été tissé. Cette croyance ne les rendait pas passifs ou résignés, au contraire. Elle leur faisait croire que la manière dont on affronte son destin est ce qui importe le plus. Le courage, face à une mort inéluctable, est le summum de la gloire. C'est pourquoi il ne craignait pas la mort au combat. Il croyait que le guerrier courageux qui meurt sur le champ de bataille est choisi par des êtres mythiques appelés les Valkyries et est emmené avec elles au Valhalla, la grande salle d'Odin pour les guerriers. Au Valhalla, ils passent leur journée à se battre et à s'entraîner, et la nuit, toutes leurs blessures guérissent et ils s'assoient pour un grand festin où ils mangent et boivent en préparation de la bataille finale, le Ragnarok. Ragnarok ou le destin des dieux. Ils croyaient qu'à la fin des temps, une bataille cosmique colossale aurait lieu. Loki et ses enfants monstrueux, comme le loup Fenrir et le serpent du monde Jormungand, attaqueraient le monde des dieux. Tous les grands dieux mourraient dans cette bataille, Odin serait avalé par le loup Fenrir et Thor tuerait le serpent mais mourrait de son venin. Le monde entier brûlerait et sombrerait dans la mer, et tout prendrait fin. Mais, après cette fin, il y a un nouveau commencement. Une nouvelle terre verte émergerait de l'eau, et un petit nombre de dieux et d'humains survivraient pour commencer un nouveau monde, un monde meilleur. Ces mythes, avec tous leurs détails et leurs images poétiques, ont façonné leur vision de la vie et de la mort, de l'honneur et du courage, du bien et du mal. Ils leur donnaient un sens dans un monde hostile et leur donnaient l'espoir d'un nouveau départ même après les plus grandes catastrophes. Maintenant, le vieux poète s'est tu et l'histoire est terminée. Le feu dans le foyer a commencé à faiblir et les flammes ne sont plus que des braises rouges incandescentes. Les enfants se sont endormis dans les bras de leur mère et les ombres sont devenues plus profondes et plus calmes. Ces histoires resteront dans leur esprit lorsqu'ils se réveilleront le matin. Elles les inspireront dans leur travail, dans leur voyage et dans leur bataille. Car ils savaient qu'ils vivaient dans un monde enchanté, un monde où les dieux marchaient, où les monstres rôdaient, et où chaque action qu'ils accomplissaient avait un écho dans les 9 mondes. Et cette foi profonde dans le destin et l'aspiration à la gloire éternelle au Valhalla était le carburant psychologique qui les poussait à monter sur leur navire en bois, à affronter les vagues de l'océan gelé et à naviguer vers l'inconnu, vers les rivages qu'ils ne connaissaient pas et que nous découvrirons avec eux dans la prochaine partie de notre voyage. Laissez votre esprit retourner sur le pont en bois du navire. Des jours et des nuits se sont écoulés depuis notre départ des côtes de la patrie. Des nuits où nous avons dormi sous une couverture d'étoiles brillantes. Et des jours où nous avons vu le soleil se lever et se coucher sur la surface infinie de l'océan. Nous nous sommes habitués à la sensation constante de mouvement, la légère vibration du navire sous nos pieds, le bruissement de la voile gonflée par le vent, et la salinité piquante de l'air. Mais l'aube de ce jour est différente. Il n'y a ni soleil éclatant, ni ciel clair. Il y a du brouillard,
un brouillard dense et blanc qui enveloppe tout ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas voir à plus de quelques mètres devant nous, comme si nous naviguions à l'intérieur d'un nuage. L'humidité a refroidi les eaux et des gouttes de rosée se sont accumulées sur le bois et sur la barbe des hommes. Le silence est maître de la situation. La voile a été partiellement abaissée pour ralentir le navire et les rèmes sont sortis de l'eau pour ne pas faire de bruit. Les hommes sont debout ou assis à leur place, silencieux, leurs yeux essayant de percer le rideau de brouillard. Il n'y a pas de peur dans leurs yeux. Il y a de la concentration, de l'attente, comme des loups se préparant à bondir. Leurs regards sont tous tournés vers l'avant, dans la direction indiquée par le chef. Il est le seul debout à la proue du navire, à côté de la tête de dragon sculptée, une silhouette grande et forte. Ses longs cheveux blonds sont attachés en rarière et ses yeux bleus sont perçants comme un faucon. Sa main est sur la poignée de son épée accrochée à sa ceinture. Il ne parle pas, il observe seulement et écoute. Qu'entend-il ? Au début, il n'y a que le bruit de l'eau. Mais si vous vous concentrez davantage, vous entendrez un son très faible venant de loin. Un son qui n'appartient pas à la mer. Le son d'une cloche. La cloche d'une église qui sonne doucement quelque part dans ce brouillard. Pour eux, ces coups de cloche sont comme le son d'un phare qui les guide vers leur cible. Ils ne connaissent pas cette terre, c'est la première fois qu'ils y arrivent. Tout ce qu'ils savent, ce sont des rumeurs entendues de marchands ou de pêcheurs qui se sont perdus, des rumeurs sur une terre riche, à l'ouest, une terre avec des villages sans garde et des monastères remplis d'or et d'argent. Peu à peu, le brouillard commence à se dissiper, comme un rideau de théâtre qui se lève lentement pour révéler la scène. La première chose qui apparaît est la ligne de côte, une plage de sable basse et derrière, des collines vertes. Puis apparaissent les bâtiments, de simples huttes de pierre et de terre, et au milieu s'élève une tour carrée en pierre, la tour de l'église d'où sonnait la cloche. C'est le monastère de Lindisfarne, une petite île sacrée sur la côte nord de l'Angleterre. Un lieu paisible, un lieu de culte et de prière, habité par des moines qui ne savent rien des affaires de la guerre. Leur vie tourne autour de la copie de livres sacrés et de l'élevage de bétail. Le chef viking lève la main, un signal silencieux. Doucement et sans aucun bruit, les rames descendent dans l'eau. Et le navire commence à avancer rapidement et silencieusement, comme un serpent glissant sur la surface de l'eau. La tête de dragon à la proue semble lécher le brouillard restant, alors qu'elle se dirige vers la plage. Sur la plage, un vieux moine se promenait et méditait dans le calme de l'aube. Soudain, il aperçoit quelque chose d'étrange sortir du brouillard. Un long navire qui ne ressemble à aucun navire qu'il ait vu de sa vie, et sa proue a la forme d'un monstre terrifiant. Le sang se glace dans ses veines. Il ouvre la bouche pour crier et avertir les autres, mais la peur noue sa langue pendant quelques instants. À ces instants, la proue du navire heurte le sable fin de la plage. Et avant que le navire ne s'arrête complètement, des dizaines d'hommes sautent dans l'eau peu profonde, levant leurs haches et leurs boucliers ronds au-dessus de leur tête, et courent vers la plage. Leurs cris brisent le silence du matin, un cri de guerre puissant, non seulement pour effrayer les ennemis, mais pour invoquer l'esprit du guerrier en eux, et pour demander à Odin et Thor de les bénir dans la bataille. Les pauvres moines se réveillent en sursaut au son des cris. Ils sortent de leur hutte en panique, ne sachant pas ce qui se passe. Ils voient des hommes de forte corpulence, leurs cheveux sont longs et leurs barbes tressées. Ils portent des peaux et des fourrures, et tiennent des haches et des épées qui brillent dans la faible lumière de l'aube. Ce n'était pas une bataille équilibrée, c'était un massacre. Les Vikings se déplaçaient comme une seule force, comme s'ils étaient entraînés pour cela depuis leur naissance. Leur bouclier rond en bois et en cuir paraît toute résistance simple.
et leurs haches se frayaient facilement un chemin. Mais ne nous concentrons pas sur la violence de la scène. Concentrons-nous sur la mentalité qui se cache derrière. Pour les Vikings, ce n'était pas un acte maléfique, c'était un acte nécessaire. Dans leur culture, la richesse et la gloire ne viennent pas en attendant, elles viennent en prenant. Le fort prend au faible. C'est la loi de la nature qu'ils ont apprise de leur terre hostile. L'or et l'argent de l'Église, les calices sacrés et les croix incrustées de pierres précieuses n'avaient aucune sainteté à leurs yeux. Ce n'était qu'un butin, une richesse qui élèverait leur statut dans leur tribu et leur permettrait de construire une plus grande maison, de se marier ou d'équiper un nouveau navire pour un plus grand voyage. Imaginez l'un d'eux, un jeune homme. C'est peut-être son premier raid. Son cœur bat la chamade et l'excitation remplit son corps. Il voit l'or briller sur l'autel, quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Son village tout entier ne possède pas une seule pièce d'or de la taille de ce calice. Il tend la main et le soulève. Il sent son poids et sa froideur. Ce calice est son billet pour une vie meilleure. Peu de temps après, tout est terminé. Le silence revient sur l'île, mais c'est un silence lourd, le silence de la mort et de la destruction. La fumée s'élève des huttes incendiées. Les Vikings retournent à leur navire, emportant avec eux leur butin et quelques prisonniers qu'ils vendront comme esclaves. Ils remontent à bord du navire. Leurs visages sont sales de terre et de suaire, mais leurs yeux brillent de victoire. Ils lèvent les rames et repoussent le navire loin de la plage. Ils hissent à nouveau la voile rouge et blanche, et le vent commence à les éloigner de l'île dévastée, comme un spectre ou un mauvais rêve apparu du brouillard et qui a disparu. Cet événement, le raid sur le monastère de Lindisfarne en 793 après Jésus-Christ, fut le choc qui réveillait l'Europe à la réalité de l'existence de ces hommes venus du Nord. Ce fut le début de ce que l'on appelle l'âge des Vikings. Mais pour les hommes sur le navire, alors qu'ils rentraient chez eux, ils ne pensaient pas à l'histoire ni à l'époque qu'ils avaient inaugurée. Ils pensaient à leur maison, à leur famille qui les attendait. Ils pensaient aux grands festins qu'ils organiseraient pour célébrer leur retour et aux histoires qu'ils raconteraient autour du feu sur cette aventure. Le jeune homme qui a pris le calice d'or est assis à sa place sur le navire. Il tient le calice dans ses mains et contemple les gravures qui s'y trouvent. Il ne les comprend pas, mais il apprécie leur beauté. Il pense au regard de fierté qu'il verra dans les yeux de son père et au sourire qui se dessinera sur le visage de sa mère. Ces raids n'étaient pas seulement violence et pillage, c'étaient des voyages périlleux qui exigeaient courage, habileté et planification. C'était un moyen pour les jeunes de faire leurs preuves et de gagner leur place dans une société qui respecte la force et l'initiative. C'était la seule solution au problème du manque de ressources et de terre dans leur patrie. Le navire avance maintenant à une allure régulière. Le brouillard a complètement disparu et le soleil a commencé à se lever, envoyant ses rayons dorés sur la surface de l'eau. La mer du Nord calme est la même mer qui les a amenés, et c'est la même qui les ramène maintenant. Mais le monde ne sera plus jamais le même. Ces marins du Nord ont ouvert un nouveau chapitre de l'histoire, un chapitre qui sera rempli de longs voyages, de grandes découvertes et de conflits qui façonneront le visage de l'Europe pour les siècles à venir. Et le voyage ne s'est pas arrêté là, ce n'était qu'un début, le début sanglant d'une histoire bien plus grande, une histoire qui les emmènera dans des endroits plus lointains qu'ils n'auraient jamais rêvés, vers des terres au-delà des mers, et c'est le chemin que nous emprunterons dans la partie suivante. Après avoir vu le visage violent des Vikings,
le visage du guerrier envahisseur, voyons maintenant un autre visage, le visage de l'explorateur, du fermier et du chercheur d'une nouvelle patrie. Tous les navires qui quittaient les côtes de la Scandinavie n'étaient pas des navires de guerre destinés aux raids. Beaucoup d'entre eux étaient des navires plus larges et plus grands, appelés des knarrs. Ces navires n'étaient pas conçus pour la vitesse et la manœuvre. Ils étaient conçus pour la capacité et la stabilité. Leur cale était large pour pouvoir transporter une grande cargaison. Ils ne transportaient pas de butin d'or et d'argent. Ils transportaient quelque chose de bien plus précieux. Ils transportaient des familles entières avec leurs hommes, leurs femmes et leurs enfants. Ils transportaient leur bétail, des vaches, des moutons et des chevaux. Ils transportaient leurs semences et leurs outils agricoles. Ils transportaient leurs rêves d'un nouveau départ dans une nouvelle terre. Imaginez-vous à bord de l'un de ces navires, un knarr. L'atmosphère autour de vous est complètement différente de celle d'un navire de guerre. Il n'y a ni tension ni attente. Il y a un sentiment de long voyage et de destin commun. Vous entendez le bêlement des moutons et les rires des enfants qui jouent sur le pont. Vous voyez les femmes assises ensemble, raccommandant des vêtements ou racontant des histoires. Et les hommes se relèvent à la barre et à la surveillance de la voile et parlent de l'avenir, de la terre vers laquelle ils se dirigent. Où allaient-ils ? Ils allaient vers l'ouest, plus loin que l'Angleterre et la France. Ils suivaient des histoires qu'ils avaient entendues sur des îles lointaines dans l'océan Atlantique. Des îles vues par des marins qui s'étaient perdus à cause d'une tempête. Des histoires d'une terre inhabitée. Une terre où l'on peut construire sa ferme et être son propre maître, sans être à la merci d'un chef de tribu ou d'un roi. Ce voyage était plus difficile et plus dangereux que n'importe quel raid. C'était un saut dans l'inconnu, de longues semaines en plein océan, ne voyant que le ciel et l'eau. La nourriture était limitée et l'eau douce était un trésor. Ils affrontaient de violentes tempêtes qui pouvaient briser le mât du navire ou le faire chavirer. Et ils affrontaient le froid glacial et le brouillard qui leur faisait perdre leur chemin. Mais, après des semaines de navigation, l'homme qui surveillait depuis le haut du mât crie « Terre, terre en vue !» Tout le monde court sur le côté du navire pour voir. À l'horizon lointain, une ligne sombre apparaît, une ligne qui grandit peu à peu. Et à mesure qu'il s'approche, les contours de la nouvelle terre se précisent. Ce n'était pas une terre verte et accueillante, c'était une terre étrange, une terre de contraste, une terre de glace et de feu. C'est l'Islande. Imaginez la première vue de l'Islande depuis le pont du navire. Des plages de sable noir volcanique, comme les restes d'un feu éteint. Derrière les plages s'étendent de vastes champs de lave gelée, aux formes étranges et complexes, recouverts d'une fine couche de mousse verte. Et en arrière-plan, s'élèvent des montagnes couvertes d'immenses glaciers blancs, et parmi eux apparaissent les sommets de volcans éteints. Un spectacle majestueux et un peu effrayant. Mais le plus important, c'est que c'est une terre vide. Il n'y a pas de ville, pas d'armée, pas de roi. Une terre vierge qui attend que quelqu'un vienne la peupler. Ils descendent du navire, font leurs premiers pas sur cette nouvelle terre. L'air est incroyablement pur, et il y a une légère odeur de soufre provenant des sources chaudes d'où s'échappe de la vapeur des entrailles de la terre. Ils choisissent un endroit approprié, près de la côte, avec des pâturages pour le bétail et une source d'eau douce, et commencent à construire leur première colonie. Les maisons qu'ils construisent ici sont différentes de leurs maisons en Norvège. Le bois est rare en Islande. La plupart des maisons étaient donc construites avec de la tourbe, de l'argile et des pierres. Ils creusaient les fondations de la maison dans le sol,
construisait les murs avec des couches de tourbe coupées, avec sa terre, et utilisait le peu de bois qu'ils avaient avec eux ou qu'ils trouvaient flottant sur la plage pour faire la charpente intérieure et le toit. Ces maisons semblent faire partie des collines et leur offraient une excellente isolation contre le froid glacial de l'hiver. Leur vie ici était une lutte constante contre la nature. Ils élevaient des moutons et des vaches, chassaient les phoques et les oiseaux de mer et ramassaient leurs œufs sur les falaises rocheuses dangereuses. Ils pêchaient la morue et le saumon dans les rivières et sur la côte. Ils ont appris à utiliser la chaleur géothermique de la Terre à leur avantage. Dans les sources chaudes, ils lavaient leurs vêtements et se baignaient, et parfois même cuisaient du pain. Mais plus important que la construction de maisons et de fermes, c'est qu'ils construisaient une nouvelle société, une société unique en son genre. Ils n'avaient pas de roi, ils étaient libres, et pour résoudre leurs problèmes et leurs différends, ils ont fondé le premier parlement du monde, l'Althing. Une fois par an, en été, des représentants de toute l'île se réunissaient dans un lieu spécial appelé Thingvellir, une belle vallée coupée par le mouvement des plaques tectoniques. À cet endroit, à ciel ouvert, ils discutaient des nouvelles lois et jugeaient les grandes affaires, des litiges fonciers au meurtre. Il y avait une personne qu'ils appelaient le gardien de la loi. Sa fonction était de mémoriser toutes les lois de l'Islande et de les réciter à haute voix devant tout le monde chaque année, car les lois n'étaient pas écrites au début. Imaginez cette scène, des centaines de Vikings, hommes et femmes, rassemblés dans cette grande vallée. Certains montent des tentes temporaires, d'autres vendent leurs marchandises, et d'autres discutent de politique et de droit. C'était un festival annuel, une occasion sociale et une assemblée législative en même temps. Ce système montre que les Vikings n'étaient pas de simples barbares assoiffés de sang. Ils avaient un sens élevé de l'organisation sociale et de la justice. Dans cette nouvelle société, les histoires et les contes ont prospéré. Comme l'hiver était long et sombre et que les gens étaient isolés dans leurs fermes, la narration d'histoires était le principal divertissement. Les histoires que nous appelons aujourd'hui les sagas islandaises sont nées à cette époque. De longues sagas épiques qui racontent la vie des premières générations de colons, leurs conflits, leur amour et leur vengeance. Ces sagas sont considérées comme l'un des plus grands trésors de la littérature mondiale, et ce sont elles qui nous ont conservé la plupart de ce que nous savons de la vie et de la pensée des Vikings. Mais l'esprit d'exploration des Vikings ne s'est pas arrêté en Islande. Environ 100 ans plus tard, l'un d'eux, nommé Éric le Rouge, un homme violent et querelleur, fut condamné à l'exil d'Islande pour 3 ans. Au lieu de retourner en Norvège, il décida de naviguer à nouveau vers l'ouest, suivant des rumeurs sur l'existence d'une nouvelle terre. Et en effet, il a trouvé une nouvelle terre. Une terre plus grande que l'Islande et dont la majeure partie était recouverte d'une immense calotte glaciaire. Mais il a aussi trouvé des zones côtières, avec des vallées vertes en été, propices au pâturage. À la fin de son exil, il est retourné en Islande et a commencé à convaincre les gens de l'accompagner vers la nouvelle terre. Et pour les attirer, il lui a donné un nom marketing. Il l'a appelé la Terre verte, le Groenland. Et son plan a fonctionné. Un groupe de familles l'a suivi et ils ont fondé des colonies au Groenland qui ont vécu là pendant des centaines d'années, dans un isolement presque total du reste du monde. Ils chassaient le morse pour vendre ses défenses d'ivoire et chassaient les ours polaires. C'était une vie plus dure et plus rude que la vie en Islande. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils d'Éric le Rouge, le jeune Leif Erikson, a entendu l'histoire d'un marin qui avait vu par hasard une terre encore plus à l'ouest, une terre avec d'immenses arbres. Leif, qui avait hérité de l'amour de l'aventure de son père, décida qu'il devait voir cette terre de ses propres yeux.
Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, 500 ans avant Christophe Colomb, Leif Erikson a navigué à l'ouest du Groenland et a atteint une terre entièrement nouvelle, un nouveau continent. Il a vu ses plages, ses forêts denses, et y a même trouvé des raisins sauvages qui poussaient. C'est pourquoi il l'a appelée la terre de la vigne, ou Vinland. Ils avaient atteint l'Amérique du Nord, probablement dans la région de Terre-Neuve au Canada. Ils y ont construit une petite colonie et y ont passé au moins un hiver, mais ils ne sont pas restés. Ils ont rencontré les peuples autochtones qu'ils ont appelés Skrelling, et leurs relations étaient principalement hostiles. Et plus important encore, ils étaient très loin de leur patrie. Leur ravitaillement était presque impossible. Finalement, ils ont quitté le Vinland et sont retournés au Groenland. L'histoire de leur découverte de l'Amérique s'est transformée avec le temps en une légende, une histoire racontée pendant les longues nuits d'hiver sur la terre de rêve qu'ils n'ont pas pu conserver. Ce visage des Vikings, le visage du colon courageux qui affronte l'inconnu pour construire une nouvelle vie, nous montre leur incroyable capacité d'adaptation et de création de sociétés organisées dans les conditions les plus rudes. Leur voyage vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique, est considéré comme l'une des plus grandes épopées d'exploration de l'histoire de l'humanité. Et de l'extrême ouest, notre voyage va maintenant changer complètement de direction. Nous laisserons l'océan froid derrière nous et naviguerons avec un groupe différent de Vikings qui ont décidé de se diriger vers l'est, vers les longs fleuves et les riches cités légendaires, vers le cœur des grandes civilisations. Laissez votre imagination passer avec moi du froid glacial de l'océan Atlantique à un endroit complètement différent. Nous ne sommes plus en haute mer, nous sommes sur un fleuve large et calme. Ses eaux sont brunes à cause du limon et son courant est lent. Sur les rives du fleuve s'étendent des forêts denses et vastes, des forêts infinies de bouleaux et de pins. Le silence de la nature ici est profond, seulement rompu par le cri lointain d'un oiseau ou le bruit d'un animal se déplaçant entre les arbres. Les navires sur lesquels nous naviguons ici sont un peu différents. Ce sont les mêmes navires longs et fins, mais ils semblent plus petits et plus légers, conçus pour être facilement manœuvrables dans les rivières. La grande voile est repliée et la dépendance est plus grande sur les rames. Ces Vikings qui sont avec nous dans ce voyage viennent de la Suède actuelle. On les appelle les Russes ou les Varegs. Leur chemin n'était pas vers l'ouest, vers des terres vides. Leur chemin était vers l'est et le sud, à travers le vaste réseau fluvial qui traverse les terres de l'Europe de l'Est et de la Russie. C'étaient des marchands, des guerriers mercenaires et des explorateurs d'un autre genre. Leur voyage commençait de la mer Baltique. Ils entraient dans les fleuves et lorsqu'ils arrivaient à une zone peu profonde ou à des cascades qu'ils ne pouvaient pas franchir, ils faisaient quelque chose d'étonnant. Ils descendaient des navires, plaçaient des troncs d'arbres ronds en dessous et tiraient le navire sur la terre ferme, parfois sur des kilomètres, à travers les forêts et la boue, jusqu'à ce qu'ils atteignent un autre fleuve où ils pouvaient poursuivre leur voyage. C'était un processus ardu et dangereux qui exigeait une force et une détermination sans pareille. Imaginez cette scène, un groupe d'hommes forts, couverts de sueur et de boue, criant et acclamant pour s'encourager mutuellement alors qu'ils tirent leur navire pesant des tonnes entre les arbres. Cela montre à quel point ils étaient déterminés à atteindre leur objectif. Quel était leur objectif ? Au début, c'était le commerce. Ils cherchaient des fourrures de zeppelin, de castor et de renard argenté. Ces fourrures valaient plus que de l'or sur les marchés du Sud. Ils les échangeaient avec les tribus slaves et finnoises qui vivaient dans ces forêts, leur donnant des épées d'excellent acier, des perles de verre colorées ou des peignes en os, et prenaient leurs fourrures en retour. Et ils faisaient le commerce d'autres choses, comme l'ambre des côtes de la Baltique, le miel et la cire. Et malheureusement, ils faisaient le commerce d'esclaves, qu'ils capturaient parmi ces mêmes tribus. Leur voyage était long et dangereux. Des mois à naviguer sur ces fleuves. Ils ont construit de petits comptoirs commerciaux le long du chemin,
qui, avec le temps, se sont transformées en grandes villes, des villes comme Kiev et Novgorod, qui sont devenues le noyau du premier État russe. On pense que le mot Russie lui-même vient du mot russe qu'ils ont donné à ces vikings suédois. Mais le plus grand objectif, le rêve de Tuareg, était d'atteindre la cité légendaire au bout du chemin, la ville dont ils entendaient parler dans les histoires, la ville la plus riche et la plus grande du monde à cette époque. Ils l'appelaient Miklagard, ou la Grande Cité. Nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Après un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à travers les fleuves et les terres, ils atteignent enfin la mer Noire. Et de là, ils naviguent vers le sud. Imaginez le moment de leur première arrivée à Miklagard. Ils viennent des sombres forêts du nord et de petits villages en bois. Soudain, ils voient devant eux une ville qui ne ressemble à rien de ce qu'ils avaient imaginé. D'immenses remparts de pierre, s'étendant sur des kilomètres, et de hautes tours de défense. Et derrière les remparts, ils voient les dômes dorés des églises qui brillent sous le soleil, des colonnes de marbre et des palais somptueux. Ils entrent par le port de la Corne d'Or. Le port est rempli de centaines de navires du monde entier, des navires apportant de la soie de Chine, des épices d'Inde et du verre d'Égypte. Les rues sont bondées de monde, des gens de toutes races et couleurs, parlant des langues qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Les odeurs dans l'air sont étranges et mélangées, une odeur d'encens, une odeur d'épices et une odeur de mer. Pour eux, c'était comme arriver à Asgard sur terre. La richesse et le luxe qu'ils voyaient dépassaient toutes leurs imaginations. L'empereur byzantin a remarqué la force et le courage de ces hommes venus du Nord et leur grande loyauté envers celui qui les payait. Il a donc décidé de les employer comme sa garde personnelle, et c'est ainsi que s'est formée la garde varangienne. C'était l'unité militaire la plus prestigieuse de l'armée byzantine et la plus fidèle à l'empereur personnellement. Ils étaient les gardes du corps de l'empereur, le gardant dans son palais, l'accompagnant lors des cérémonies et combattant à ses côtés dans les batailles. Imaginez un viking de grande taille, avec ses cheveux blonds et sa barbe tressée, debout dans son luxueux uniforme militaire byzantin de couleur pourpre et brodé d'or. Mais il n'avait pas abandonné son arme préférée, l'énorme hache de guerre à double tranchant. Servir dans la garde varangienne était un grand honneur et une source de richesse. Ils recevaient des salaires très élevés et ils avaient un droit spécial, à la mort de l'empereur, ils avaient le droit d'entrer dans le trésor du palais et de prendre tout l'or et les bijoux qu'ils pouvaient transporter. Beaucoup d'entre eux, après avoir terminé leur service de plusieurs années, retournaient dans leur patrie en Scandinavie, très riches. Ils construisaient de grandes fermes et devenaient des chefs dans leur communauté. Et ils revenaient chargés d'histoires étonnantes sur les pays du Sud, sur les palais de l'empereur et sur les batailles qu'ils avaient menées. Des histoires qui enflammaient l'imagination des jeunes et les faisaient rêver de rejoindre la garde varangienne. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir leurs traces. Il y a des pierres runiques en Suède, avec des inscriptions laissées par d'anciens guerriers, racontant avec fierté leur service au pays des Grecs, le nom qu'ils donnaient à l'Empire byzantin. Et il y a des graffitis en runes laissés par des soldats varegs sur la balustrade en marbre de la grande église Sainte-Sophie, comme pour dire « un tel était ici ». Le voyage des Vikings vers l'Est nous montre une facette complètement différente de leur personnalité. Leur capacité à s'intégrer dans différentes civilisations, leur capacité à travailler comme des marchands disciplinés et comme des mercenaires professionnels, ils ne sont pas venus pour détruire, ils sont venus pour participer à la richesse. Ils sont devenus une partie du tissu de l'Empire byzantin et sont devenus un maillon important entre le nord et le sud de l'Europe. Leur histoire en tant que garde de l'empereur est une histoire de succès. L'histoire de comment un groupe d'étrangers, par leur force et leur loyauté,
ont réussi à atteindre les plus hautes positions dans le plus grand empire de leur époque. Mais tout a une fin. L'âge d'or des Vikings, l'ère de l'exploration, des raids et du commerce ne pouvait pas durer éternellement. Le changement arrivait, un changement qui viendrait de l'intérieur et de l'extérieur et qui changerait le visage de la Scandinavie pour toujours. Et ce changement silencieux, qui a commencé comme un murmure, sera le centre de notre discussion dans la partie suivante, lorsque le soleil des anciens dieux commencera à se coucher et que le soleil d'une nouvelle fois se lèvera. Notre voyage nous mène maintenant à un tournant, un point sensible dans l'histoire des Vikings. Nous ne parlerons pas de grandes batailles ou de découvertes lointaines. Nous parlerons d'une bataille d'un autre genre, une bataille intérieure, la bataille des idées et de la foi. Imaginez avec moi que nous nous tenons sur une colline verte dans la campagne danoise. En dessous de nous, un village viking traditionnel, ses longues maisons et ses toits d'herbe. Mais il y a quelque chose de nouveau dans le paysage, quelque chose d'étrange. À la lisière du village se trouve un petit bâtiment simple fait de bois. Mais son design est différent. Ce n'est pas une longue maison. Et sur son toit, il y a une croix en bois. C'est une église, l'une des premières églises construites sur la terre d'Odin et de Thor. Sa présence ici représente le début de la fin du monde viking que nous connaissons. Comment cette nouvelle foi est-elle arrivée sur la terre d'Odin et de Thor? Elle est arrivée doucement et de différentes manières. Elle est arrivée par le biais de courageux missionnaires chrétiens venus d'Allemagne et d'Angleterre qui étaient prêts à risquer leur vie pour diffuser leur message. Ils parlaient d'un Dieu unique, un Dieu d'amour et de pardon, un Dieu qui promettait à ses disciples le paradis éternel. Pas le Valhalla rempli de combats, mais un lieu de paix éternelle. Et la nouvelle foi est arrivée par les Vikings eux-mêmes. Les hommes qui avaient voyagé dans des endroits comme l'Angleterre et la France, que ce soit en tant qu'envahisseurs ou colons, ont été en contact avec les sociétés chrétiennes. Certains d'entre eux ont épousé des femmes chrétiennes, et leurs enfants ont été élevés dans la nouvelle foi. Certains ont vu la force de l'organisation de l'Église, la richesse des monastères, et ont vu comment les rois chrétiens avaient une plus grande autorité sur leur peuple. Et les hommes qui ont servi dans la garde varangienne à Constantinople ont vécu au cœur du monde chrétien orthodoxe, ont vu la splendeur des églises et des rituels, et en ont été influencés. Au début, la conversion a été lente. Beaucoup de Vikings étaient tolérants envers le nouveau Dieu. Ils ne voyaient aucun problème à l'ajouter à leur panthéon. Je peux offrir un sacrifice à Thor pour protéger mon voyage en mer et prier le Christ pour bénir ma récolte. On a trouvé des amulettes archéologiques en forme de marteau de Thor, mais sculptées en forme de croix en même temps. Cela illustre la phase de syncrétisme entre les deux croyances. Mais l'idée se répandait, surtout parmi les femmes et les esclaves. La nouvelle religion leur offrait un message d'espoir et d'égalité qui n'existait pas dans leur ancienne religion. L'idée que tous les hommes sont égaux devant Dieu et que les faibles et les opprimés ont leur place au paradis était une idée révolutionnaire. Imaginez une conversation dans une longue maison entre un mari et sa femme. Le mari revient d'un voyage commercial et croit toujours aux anciens dieux. Il lui dit « Aujourd'hui, j'ai offert un sacrifice à Odin pour la sagesse et aux dieux frères pour que la récolte soit abondante. » Sa femme lui répond doucement, tenant un petit pendentif en forme de croix autour de son cou. « Et moi, j'ai prié le Dieu unique. J'ai prié pour qu'il te protège et te ramène sain et sauf. Et j'ai prié pour qu'il nous pardonne nos péchés. » Le mari peut être surpris ou en colère au début, mais avec le temps, l'idée commence à s'infiltrer dans son esprit. Le véritable tournant s'est produit lorsque les grands rois et chefs de Scandinavie ont commencé à se convertir au christianisme. Ils ne se sont pas convertis pour des raisons purement spirituelles, il y avait de fortes raisons politiques. Le roi chrétien régnait de droit divin, son autorité venait directement de Dieu, ce qui lui donnait plus de pouvoir que le simple chef de tribu élu.
Et l'Église était une institution organisée. Elle avait un système d'écriture, le latin, et un système administratif qui pouvait aider le roi à mieux gouverner son royaume. Et plus important que tout, la conversion au christianisme était le billet d'entrée pour rejoindre la famille des grands royaumes européens. Cela leur ouvrait les portes du commerce et des alliances politiques avec la France, l'Allemagne et le Saint-Empire romain germanique. Cela changeait leur image de païens barbares à rois civilisés. L'un des rois les plus célèbres qui a mené cette conversion est le roi Harald à la dent bleue au Danemark. C'est lui qui a unifié le Danemark et la Norvège, et sur une énorme pierre commémorative qu'il a laissée, la pierre de Jelling, il a gravé qu'il était le roi Harald qui a unifié tout le Danemark et la Norvège et a fait des Danois des chrétiens. Cette déclaration a été un tournant historique, Mais la conversion n'a pas été pacifique partout. En Norvège, le roi Olaf Tryggvason et Olaf II ont essayé d'imposer le christianisme par la force. Ils démolissaient les temples des anciens dieux et donnaient aux gens le choix entre le baptême ou la mort. Il y a eu des guerres civiles et une résistance féroce de la part de ceux qui s'accrochaient à la foi de leurs ancêtres. Imaginez une dernière scène de culte des anciens dieux dans un bosquet sacré au cœur d'une forêt profonde, un groupe de personnes rassemblées autour d'une statue en bois sculptée de Thor. Il lui offre un dernier sacrifice, sachant que les soldats du roi chrétien sont proches et qu'ils viendront démolir ce lieu. Il y a de la tristesse dans leurs yeux et le sentiment que leur ancien monde s'effondre. Et avec la propagation du christianisme, beaucoup de choses ont changé dans la société viking. La coutume de construire des navires tombes et d'y enterrer les chefs avec leurs trésors a disparu. L'Église disait que tous les gens étaient enterrés de la même manière simple, en terre sainte. Car c'est l'âme qui va dans l'au-delà, pas le corps et ses biens. Les raids sur les monastères et les églises en Europe ont cessé, car ils étaient désormais considérés comme une profanation de lieux saints et une attaque contre leurs frères en religion. Les anciennes runes ont été progressivement remplacées par l'alphabet latin apporté par les ecclésiastiques. Les grandes histoires orales, les sagas et les mythes ont commencé à être écrites pour la première fois, mais par des moines et des intellectuels chrétiens qui y ont ajouté leurs propres touches et parfois les ont modifiées pour qu'elles correspondent à la nouvelle pensée. L'âge des Vikings, tel que le monde l'a connu, touchait à sa fin. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont changé. Ils sont passés de groupes tribaux, adorant des dieux de guerre et de nature, à des royaumes chrétiens organisés, faisant partie du paysage européen général. Ils sont devenus danois, norvégiens et suédois. Les Vikings, qui se sont installés ailleurs, se sont fondus dans les nouvelles sociétés. En Angleterre, ils sont devenus une partie de la population anglo-saxonne. En France, les Vikings qui se sont installés dans la région de Normandie sont devenus les Normands, ont appris la langue française, et quelque temps plus tard, leur descendant Guillaume le Conquérant est celui qui a conquis l'Angleterre en 1066, dans une bataille traditionnellement considérée comme la fin de l'âge des Vikings. Le soleil des anciens dieux s'est couché. Les sons du marteau de Thor se sont tus. Et les salles du Valhalla ne sont plus qu'un souvenir dans un vieux poème. Un nouveau monde naissait. Mais l'héritage laissé par ces hommes et ces femmes du Nord était trop profond et trop fort pour disparaître. Et cet héritage caché, qui vit encore parmi nous aujourd'hui, est ce que nous contemplerons dans la dernière partie de notre long voyage. Notre long voyage dans le monde des Vikings touche à sa fin. Nous avons voyagé à travers le temps et l'espace. Nous avons vu leurs terres froides, navigué sur leurs navires légendaires, entendu les histoires de leurs dieux, assisté à leurs raids et à leur colonisation, et vu comment leur monde a changé avec l'arrivée de la nouvelle foi. Maintenant, retournons à l'endroit où nous avons commencé. Tenons-nous à nouveau au bord d'un fjord norvégien. Les montagnes imposantes sont toujours là, et les eaux bleues foncées reflètent toujours leur image. Tout semble être comme avant, calme, immobile et éternel. Mais si vous regardez de plus près, vous ne verrez pas de dracars amarrés sur la plage. Et vous ne sentirez pas l'odeur de la fumée s'élevant des longues maisons. L'âge des Vikings en tant qu'époque historique est terminé. Mais ont-ils vraiment disparu?
Leur héritage n'est-il que des artefacts dans les musées et des histoires dans les livres? La réponse est non. L'héritage qu'ils ont laissé est beaucoup plus profond. C'est comme des ombres dans le brouillard. Vous ne les voyez peut-être pas clairement, mais vous sentez leur présence. Le premier et le plus évident des héritages est l'héritage génétique. Le sang des Vikings coule encore dans les veines de millions de personnes aujourd'hui. Pas seulement dans les pays scandinaves, mais dans tous les endroits qu'ils ont atteints. En Grande-Bretagne, en particulier dans le nord et l'est de l'Angleterre et en Écosse, beaucoup de gens portent des gènes scandinaves. En Irlande, des villes comme Dublin et Waterford ont été fondées par les Vikings comme des centres commerciaux. En Russie et en Ukraine, la première dynastie régnante était d'origine viking. En Normandie en France et dans le sud d'Italie et en Sicile. Ils étaient comme un fleuve qui s'est ramifié et a laissé sa trace partout où il est passé. Le deuxième héritage se trouve dans les mots que nous utilisons tous les jours. L'anglais en particulier a été fortement influencé par la langue des Vikings, le vieux norrois. De nombreux mots de base sont d'origine nordique. Le mot sky, ciel, window, fenêtre, à l'origine œil du vent, husband, mari, à l'origine maître de la maison, leg, jambe, skin, peau, anger, colère, wrong, faux, et même les jours de la semaine, Tuesday, mardi, et le jour du dieu Tyr, Wednesday, mercredi, et le jour de Woden, qui est Odin, Thursday, jeudi, et le jour de Thor, Friday, vendredi, et le jour de la déesse Frigg. Ces mots sont comme des fossiles linguistiques. Ils nous rappellent l'époque où leur langue et leur culture faisaient partie de la vie quotidienne sur ces terres. Et il y a leur héritage en matière de navigation et de construction navale. La conception de leurs navires à clin, où les planches de bois se chevauchent, a continué à être utilisée dans la construction de bateaux de pêche et de petites embarcations dans le nord de l'Europe pendant des siècles après eux. Leur esprit marin, leur amour de la mer et leur absence de peur font toujours partie de l'identité des peuples des pays scandinaves. Mais peut-être l'héritage le plus important est un héritage immatériel. C'est une idée, un esprit. L'esprit d'exploration et d'aventure, le désir de voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. C'est cet esprit qui a poussé Leif Erikson à traverser l'Atlantique, et c'est le même qui a poussé des explorateurs comme le Norvégien Roald Amundsen, la première personne à atteindre le pôle Sud, et Fridtjof Nansen, qui a traversé le Groenland en ski. Comme si l'amour de l'exploration des endroits difficiles et lointains était hérité dans leur culture. Et l'idée de démocratie et d'assemblées ouvertes. Leur ancien parlement, l'Althing, en Islande, est considéré comme un symbole de l'idée que des hommes free peuvent se réunir et faire leurs propres lois. Cette idée, l'idée de gouverner par la loi et le consentement général, est l'une des graines qui ont fait germer les démocraties modernes. Et même leur image populaire aujourd'hui, l'image du guerrier fort et barbu que nous voyons dans les films, les séries et les jeux, bien qu'elle soit une image simplifiée et parfois exagérée, elle a immortalisé leur place dans l'imaginaire mondial comme un symbole de force, de liberté et de rébellion. Cette image a inspiré de nombreux artistes, musiciens et écrivains. Leurs mythes sur Odin, Thor et le Ragnarok, qui étaient racontés autour d'un feu dans une longue maison, sont devenus une source d'inspiration pour de grandes œuvres comme les opéras de Wagner et les romans du Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui était professeur de langues anciennes, y compris le vieux norrois, et même le personnage de Thor dans l'univers cinématographique Marvel. Il représente pour nous aujourd'hui un monde ancien, un monde plus simple et plus sauvage, un monde où le lien avec la nature est plus intensément vécu. L'Église disait que tous les gens étaient enterrés de la même manière simple, en terre sainte. Car c'est l'âme qui va dans l'au-delà, pas le corps et ses biens. Les raids sur les monastères et les églises en Europe ont cessé, car ils étaient désormais considérés comme une profanation de lieux saints et une attaque contre leurs frères en religion. Les anciennes runes ont été progressivement remplacées par l'alphabet latin apporté par les ecclésiastiques. Les grandes histoires orales, les sagas et les mythes ont commencé à être écrites pour la première fois, mais par des moines et des intellectuels chrétiens qui y ont ajouté leurs propres touches et parfois les ont modifiées pour qu'elles correspondent à la nouvelle pensée. L'âge des Vikings, tel que le monde l'a connu, touchait à sa fin. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont changé,
Ils sont passés de groupes tribaux, adorant des dieux de guerre et de nature, à des royaumes chrétiens organisés, faisant partie du paysage européen général. Ils sont devenus danois, norvégiens et suédois. Les Vikings, qui se sont installés ailleurs, se sont fondus dans les nouvelles sociétés. En Angleterre, ils sont devenus une partie de la population anglo-saxonne. En France, les Vikings qui se sont installés dans la région de Normandie sont devenus les Normands, ont appris la langue française, et quelque temps plus tard, leur descendant Guillaume le Conquérant est celui qui a conquis l'Angleterre en 1066, dans une bataille traditionnellement considérée comme la fin de l'âge des Vikings.